Quand je regarde des animés, une des choses que j'aime le plus, c'est que ça me fait voyager. Mais jusqu'où la fiction rejoint-elle la réalité? Minasan, konnichiwa! Alors, ce ne sont pas tous les mangas, tous les dessins animés qui vont représenter des lieux précis qu'on peut visiter au Japon. Souvent, on va avoir une école générique, on va avoir un kombini qui est très semblable de ville en ville, ou encore des rues qui ne sont pas définies, qui ne sont pas précisément à quelque part au Japon. On peut même inventer des noms de villes. Par exemple, je pense à la série Yuri on Ice qui a inventé la ville de Hasetsu. Mais c'est pas parce que le nom de la ville a été inventé qu'il n'est pas basé sur une véritable ville qu'on peut visiter, qui est en fait Karetsu dans la préfecture de Saga. C'est très intéressant parce que la popularité d'un dessin animé comme Yuri on Ice a amené plusieurs touristes dans cette ville qui voulaient voir les lieux et certains commerçants ont pris la balle au bon et se sont dit mais pourquoi ne pas offrir alors ce qu'on mange dans le dessin animé, ce que Yuri veut absolument toujours manger, qui est le katsudon. Donc certains offrent le katsudon tel que Yuri l'apprécie particulièrement et vous pouvez aller le goûter. Pensons au manga et dessin animé Barakamon, qui a été très populaire au Japon et qui parle des îles Goto. Les îles Goto sont difficilement accessibles, elles sont généralement très loin et elles sont peu touristiques. Alors quand le manga et ensuite le dessin animé a atteint ce niveau de popularité et qu'on a vu apparaître des touristes qui étaient intéressés à voir les lieux qu'on dépeignait et qu'on représentait de si belle façon, les gens n'étaient pas nécessairement préparés à recevoir cette manne touristique. Souvent on n'avait pas d'auberge, on n'avait pas d'hôtel dans les tout petits villages, donc ça a été vraiment une surprise. Maintenant c'est bon, on est organisé, mais vraiment, ça prend un certain temps avant que tout s'organise. C'est pas le cas pour les grandes villes. Évidemment, Tokyo, Osaka, Kyoto vont être représentés et surreprésentés dans les dessins animés. Pensons par exemple à Tokyo, on peut décider de représenter seulement un quartier, tellement la ville est immense, tellement elle est diversifiée. Le dessin animé Sarazanmai, par exemple, a représenté de façon très précise le quartier d'Asakusa. Donc vraiment, ils sont allés photographier les lieux, ils se sont promenés et ils placent leurs personnages dans cet endroit précis. J'ai habité Kyoto. Alors c'est sûr que pour moi, à chaque fois qu'un dessin animé est basé à Kyoto ou que les personnages se dirigent vers Kyoto, je suis toujours touchée. Les étudiants ont généralement un voyage à Kyoto à faire en voyage scolaire vers le mois de mai. Mais par exemple, dans Fruit Basket, la deuxième saison, il va y avoir un voyage scolaire de ce type et cette fois, c'était non seulement Kyoto que je voyais, mais c'était le quartier où j'avais habité. Vous allez avoir aussi des lieux qui sont moins habituels. Si on pense par exemple au nord du Japon, la ville de Sendai est représentée dans Haikyuu. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment très basé sur la réalité de cette ville qui est quand même assez grande, mais où les habitants ne vont pas nécessairement toujours à Tokyo et ressentent un certain stress quand ils vont dans la grande ville, dans la capitale. Je vais toujours me rappeler quand Hinata fait son voyage à Tokyo pour pratiquer le volleyball avec les équipes de là-bas et qu'il arrive en voyant une tour de télécommunication tout à fait ordinaire et qu'il croit que c'est la fameuse Tokyo Tower qui est pourtant beaucoup plus grande que ça et beaucoup plus impressionnante. Oh! Donc vraiment, on représente les habitants qui habitent plus loin, qui ont cette image de la grande capitale très dense, comme des gens qui sont un petit peu pris au dépourvu quand ils viennent enfin faire leur tour. Pour voir les lieux naturels du Japon dans toute leur beauté, les studios Ghibli ont particulièrement bien travaillé. Pensons par exemple à Princesse Mononoke, qui met en valeur l'île de Yakushima, qui est une île, une réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO, qui est reconnue depuis 1980, un parc extraordinaire qui protège une vieille forêt, une forêt ancienne comme on en trouve très peu maintenant. Une belle histoire aussi reliée au studio Ghibli, c'est Totoro. Bien sûr, Totoro s'est inspiré beaucoup de la vie personnelle de Miyazaki, qui a vécu dans ce coin et qui maintenant a protégé beaucoup avec une association, une fondation qui a été fondée par lui et sa femme. Et cette fondation acquiert des forêts. En 2020, ils ont acheté la 55e Totoro no Mori.
donc les forêts de Totoro, pour protéger cet endroit des constructions, de toute habitation et les préserver. Donc c'est là que je trouve que c'est très intéressant parce que si la réalité de cet endroit, qui est à peu près 1 heure de Tokyo où avait vécu Miyazaki, a pu l'inspirer pour l'histoire de Totoro, en retour, ils ont rendu un peu cette fiction et ils ont protégé la réalité de cet endroit qui est si beau. Encore aujourd'hui, on peut le visiter et on peut marcher dans ces forêts. Mais il n'y a pas qu'au Japon qu'on peut voyager quand on aime les dessins animés et les mangas. Pensons à la France, qui a été représentée de très belle façon avec La Rose de Versailles, Lady Oscar, pour ceux qui l'ont vu en français, mais qui apparaît dans toutes sortes d'autres dessins animés, Le Chevalier d'Eon ou encore Les Deux Assassines dans Noir, qui sont basés à Paris. On a souvent aussi l'Angleterre qui vient ajouter son grain de sel distingué, surtout quand on parle de magie. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a un petit quelque chose, Eriol dans Sakura, chasseuse de cartes, qui est représentatif de ce mouvement, ou encore Burn the Witch, qui est basé dans une ville qui ressemble beaucoup à Londres. Donc on va avoir cette idée de l'Angleterre et de la magie. Peut-être une influence d'Harry Potter, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Une histoire qui a été partagée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le Japon a été proche pendant un temps de l'Allemagne et s'intéresse encore une fois aujourd'hui à son histoire et au fait surtout qu'elle a été divisée. L'Allemagne a été divisée pendant longtemps entre l'Est et l'Ouest. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les dessins animés aussi. Donc, Full Metal Alchemist est un bon représentant, mais de façon plus comique, Spy versus Family va avoir aussi cette idée des espions et de tout ce qui se trame et qui est très dangereux entre les deux parties divisées. Il y a des histoires également qui vont nous ramener en Asie, mais en Asie centrale. Pensons par exemple à Bright Stories, qui se passe dans tous les pays où les gens marchent. C'était le temps du nomadisme, donc près de la Russie, mais tous les pays qui finissent en stan, qui sont difficiles à prononcer, le Turkménistan, Ouzbékistan, donc Kirghizistan. Donc tous ces pays-là, on les suit, mais à travers les yeux des personnages qui les habitent. C'est assez fascinant. J'aimerais beaucoup voir cette série en animé, mais déjà le manga est dessiné de façon extraordinaire. Et la mangaka s'est déplacée, est allée dans ces pays. Elle a commencé, elle a débuté à dessiner avec des photos, avec beaucoup de documentation, mais ensuite elle est allée marcher, elle aussi est allée visiter ces villes d'aujourd'hui pour s'inspirer et pour réussir à dessiner aussi bien. J'ai beaucoup apprécié dans Le Sens du Vent, ce manga, Nord-Nord-Ouest, c'est très long comme titre. J'ai apprécié la représentation de l'Islande. On base vraiment l'histoire sur les mots, sur toute la grandeur de la nature et cette idée aussi qu'il y a toujours un peu de surnaturel qui nous habite, qui nous entoure, mais qu'on est isolé, donc on peut se permettre un petit peu d'être nous-mêmes parce qu'on n'a pas cette densité de population-là qu'on retrouve au Japon. C'est pas la première fois qu'on représente l'Islande, Vinland Saga l'avait très bien fait aussi, mais de façon moderne, comme c'est fait dans Le Sens du Vent, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé, surtout que j'ai étudié en Islande. Donc pour moi, c'était encore une fois retrouver des paysages où j'avais moi-même marché. C'est quelque chose qui est assez fascinant parce que voir un paysage peut nous donner le goût d'aller le voir en réel, mais voir un lieu qui est dans la fiction et qui fait partie de notre réalité, c'est aussi très touchant. Je ne peux pas terminer sans vous parler, je pense, au film de Pokémon, Diancie, le cocon de la destruction, qui se passe à Québec. Toute l'équipe de production est venue visiter le Canada, a pris des photos, des films et la scène d'ouverture. Il y a un combat de Pokémon juste au pied du château Frontenac. D'ailleurs, ils détruisent une partie des remparts. Et c'est vraiment fascinant de voir les chutes Niagara, de se promener comme ça dans des paysages qu'on connaît très bien, qu'on a déjà vus et que moi, j'arpente régulièrement. Donc, c'est une très belle chose de voir à quel point les créateurs, les mangaka vont faire une recherche qui va être très approfondie parce qu'ils veulent représenter des lieux réels et mettre leurs personnages en scène comme ça. C'est très touchant et je pense que c'est très inspirant aussi. Ça nous invite à regarder les lieux qu'on fréquente régulièrement et peut-être à mettre en scène de futures histoires dans ces paysages. Matane!